Merci pour votre présence. Et puis, bon, voilà. L'objectif de ce meet-up, bon, de ma première participation de ce meet-up, c'est de vous faire une introduction de ce que c'est que Kubernetes. Mais avant cela, je vais me présenter et puis bon, je vais vous dire ce que j'ai eu à faire dans mes expériences, dans mes précédentes expériences et pourquoi je bosse maintenant sur du Kubernetes. Et voilà. Je pense que la plupart d'entre vous me connaissent, ceux qui ont créé le groupe d'RDB. Je me présente, je m'appelle Ansou Fall, je suis DevOps et Content Delivery Network Engineer. En fait, en réalité, c'est deux sujets, c'est deux casquettes qui n'ont rien à voir. Euh, j'ai eu j'ai eu un travail chez Anevia, qui est une société qui vend des solutions OTT, bon, OTT, over the top, ce qu'on appelle les services de contournement. Ça permet de regarder de la télé sur Internet. Et le Content Delivery Network, en réalité, c'est une technologie qui permet de rapprocher le contenu au plus proche des utilisateurs. Et quand j'ai travaillé chez Anevia, bon, pour comprendre le pourquoi du Kubernetes, je vais vous faire le use case d'Anevia. Quand je travaille chez Anevia, on avait adopté du Kubernetes. Quand je venais d'intégrer Anevia, on travaille sur un monolithique qui était un vrai merdier où tu avais une registrie, tu avais en front-end, tu avais le service métier qui était le moteur de cache basé sur du Varnish. Et tout ça, on l'avait dans un monolithique. Et le problème qu'on avait, c'est qu'à chaque fois qu'on gagnait des appels d'offres, on mettait un temps fou pour livrer le produit parce que les clients ils nous envoyaient leur serveur, on récupère leurs serveurs, on installait notre soft, on s'assurait que ça marchait, on le mettait dans les cartons, on l'envoyait au client. Le client, il le récupérait de son côté et il l'installait et ça partait en mode projet avec des ingénieurs de projet qui les assistaient à ce qu'ils mettent en place l'environnement pré-prod et production. Et ça prenait un temps énorme. Et pour des clients qui avaient des contraintes beaucoup plus sévères, genre des clients qui veulent aller en prod dans un délai de 2 mois ou dans un délai de 3 mois, notre façon de déployer notre solution ne leur arrangeait pas. Et du coup, on a perdu pas mal de clients. Et on a eu l'idée derrière d'avoir une méthode de déploiement qui permettait au fait de satisfaire à ses clients. C'est pour ça qu'on est passé vers du Kubernetes parce que Kubernetes, il te permet de déployer très vite une application ou une solution. Et mon expérience chez Anivia, c'est pour ça qu'on est passé sur du Kubernetes parce qu'on était limité par rapport à tous les nouveaux clients qui avaient des contraintes de livraison de notre soft dans des délais trop courts. Et avec notre ancienne façon de faire, ça ne nous permettait pas de satisfaire à ces clients. Et pour l'instant, je travaille chez ICA, qui est une entreprise qui est dans le domaine de l'analyse de risque ou de la finance. J'ai une casquette, pas architecte Kubernetes, mais je les aide à passer leur monolithique vers du Kubernetes. Sinon, vous voyez les slides que je projette. Si c'est OK, si c'est bon, vous me dites OK. Oui, c'est bon. Voilà le slide. OK. C'est quoi Kubernetes? En fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste emprunter une introduction de Kubernetes via un YouTuber qui s'appelle Sams, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Cookie Connecté. Et pour comprendre Kubernetes, en fait, il faut savoir ce que c'est qu'un conteneur. Parce qu'il y a une forte dépendance entre Kubernetes et les conteneurs. Et du coup, il faut savoir que la virtualisation par conteneur, c'est une méthode de cloisonnement au niveau de l'OS. Et elle est basée sur la méthode de virtualisation LXC comme Linux Container. Et en réalité, le principe, c'est de faire tourner des environnements
Linux isolé. Ils ont des hôtes dans des conteneurs tout en partageant le même noyau Linux. Et le conteneur, en tant que tel, il virtualise juste l'environnement d'exécution, à savoir le CPU, la mémoire vive, le système de gestion de fichiers, et il ne virtualise pas toute la machine. Et c'est ce qui fait que dans une VM, tu peux avoir, en fait, le conteneur il est plus léger et tu peux avoir plus de conteneurs que de VM sur le même serveur. Et en résumé, il faut savoir que Docker, c'est une technologie de virtualisation par conteneur. Et vu qu'un conteneur, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait, un process qui est dans un environnement cloisonné, fermé, mais qui fait appel au kernel Linux pour exécuter un service bien défini. Et là, un conteneur, il est fortement lié au kernel. Du coup, le conteneur, il n'a pas conscience de ce qui se passe en dehors de ce kernel, donc de la machine hôte. Et c'est là qu'intervient Kubernetes. Et en réalité, Kubernetes, il va apporter cette orchestration et la gestion des conteneurs sur les clusters de serveurs. Et du coup, les fonctionnalités d'orchestration de Kubernetes, ils sont nombreuses. On peut avoir la création des services applicatifs sur plusieurs conteneurs, à savoir, tu peux avoir tes front-ends, tes back-ends et tes bases de données qui tournent sur les conteneurs. Et une autre fonctionnalité de l'orchestration de Kubernetes, c'est de planifier leur exécution dans un cluster, de garantir leur intégrité et d'assurer leur monitoring. Si c'est bon, je peux, sur ce que c'est Kubernetes, ce que ça permet de faire, je peux avancer. Ça sera sera pas facile. Et en fait, Kubernetes se base en réalité sur le kernel de tous les serveurs qui constituent le cluster. Et il permet quand même en fait, en tant qu'utilisateur, si tu as besoin d'un état bien défini, tu dis à Kubernetes que je voudrais que mon application tourne sur tant de pods. Et Kubernetes, derrière, il va se démerder de telle sorte que ton état désiré, il va faire de telle sorte qu'il va toujours fonctionner et tes services seront up. Et il faudrait savoir aussi que sur Kubernetes, vous avez ce qu'on appelle des pods. Des pods, c'est des unités d'exécution où tu as un ou plusieurs conteneurs. Et pour accéder à ces conteneurs, tu passes par des services et tous les services sur Kubernetes sont load balancés. Et tu as la possibilité de faire des scale-up, d'augmenter le nombre de pods qui tournent et tu as aussi la possibilité de les faire décroître si tu n'as pas assez de trafic. En fait, j'avais un peu anticipé ça. Parce que Kubernetes, tu lui dis que bon, voilà, je veux que tu me lances 3 instances de Redis qui vont toujours marcher. Et Kubernetes te dit, OK, je vais m'assurer que toutes les instances seront up et ils vont tourner. Et s'il y a une instance qui marche, il essaie d'en recréer une autre pour s'assurer que l'état que tu avais désiré est toujours respecté. Ça, je l'avais déjà dit au slide précédent. En fait, Kubernetes permet de faire de l'auto-scale de workload. Les workloads, en réalité, c'est des pods plus connus sur les unités d'exécution. Et tes déploiements, tu peux les flaguer avec des blue et des green. En fait, ça va te permettre de les différencier. Et tu as aussi la possibilité de supprimer des jobs et d'en scheduler autant que tu veux. Et ça te permet aussi de manager les applications stateless et stateful. Et pour les applications stateful, on a tout ce qui est base de données. Et ce qui est super important sur Kubernetes, c'est que quand tu as une API qui marche sur du bare metal, il marchera sur n'importe quel cloud provider. Après ça, c'est de la littérature. Bon, pas de la littérature, mais bon, c'est un projet qui est géré par la CNCF, Cloud Native Foundation, et du coup, il propose 2 volets de certification, une certification pour les développeurs et une certification pour les administrateurs de clusters de Kubernetes.
Et tout ça, c'est des statistiques. Ça, je peux passer. Ça aussi, c'est des stats. OK. Il faut savoir que Kubernetes, son unité d'exécution, c'est un pod. Et un pod, en réalité, il a un ou plusieurs conteneurs qui partagent le même volume, le même réseau, et qui sont ce qu'on appelle dans un contexte, dans le même contexte. Et les pods, ils sont éphémérales. Genre, en fait, quand tu as un pod et que tu as des données là-dessus qui ne sont pas persistées, quand tu supprimes ton pod et que tu le recrées, tu vas perdre tes données. Mais par contre, il existe des solutions sur Kubernetes qui te permettent de persister tes données. Ça, on le verra après. Et tu as ce qu'on appelle des services. Les services, c'est un point d'entrée de ton application. Tu as ce qu'on appelle des pods. Et les pods, pour accéder à ces pods, tu passes par ce qu'on appelle des services. Et des services, ils sont éphémères parce qu'ils ne sont pas éphémères. Parce que en fait, ils ont ce qu'on appelle des IP qui sont statiques. Et tu as la possibilité, quand tu définis un service sur Kubernetes, tu as la possibilité de savoir quel DNS il correspond. Et ce DNS-là, ça résout à une adresse IP qui est statique. Et durant tout ton cycle de vie de ton appli, ton service, en fait, ton application va utiliser ce service dont le DNS résout à une adresse IP qui est unique. Ça. OK. OK, Moussa, il dit est-ce que je peux revenir sur ce que c'est qu'un pod? Au fait, un Kubernetes, c'est un outil d'orchestration de clusters de conteneurs. Mais en réalité, Kubernetes, ce qui manipule, c'est des pods. Un pod, c'est une unité d'exécution qui te permet de tourner ton service applicatif, front-end ou back-end. Mais le pod, en réalité, il est constitué d'un conteneur ou de plusieurs conteneurs. C'est ça en réalité la définition d'un pod. Si c'est bon, Moussa, je peux avancer. On était au service, on était là. Là, en fait, la magie derrière de Kubernetes s'explique via son architecture. Dans un cluster Kubernetes, tu as ce qu'on appelle des nodes. Et les nodes, c'est des nœuds. Et tu as deux types de nœuds. Tu as des nœuds de type master et tu as des nœuds de type worker. Et le nœud de type master, il a des contrôles, il a des composants. Et ces composants-là qui pilotent tout le cluster. Et dans les nœuds aussi, tu as des composants qui tournent. Et ces composants, tu as le kubelet, tu as le container runtime et tu as le kube proxy. Et ça, je vais voir, en fait, je vais expliquer ça en détail au slide suivant. Pour le control plan, il faut savoir que le control plan, c'est en réalité le master. Le master, il a 4 composantes. Et sur les 4 composantes, vous allez voir un Kube API Server, etcd, Kube Controller Manager et Kube Scheduler. Et le Kube API Server, c'est un composant qui met à disposition une API REST qui permet aux utilisateurs qui ils font des kubectl d'interagir directement avec le cluster Kubernetes. C'est ce que permet de faire Kube API Server. Il met en place il met en disposition une API REST pour interagir avec le cluster Kubernetes. Et etcd, c'est une base de données clé-valeur. Je pense que les spécialistes de base de données, ils savent ce que c'est qu'une base de données clé-valeur. Et cette base de données contient toutes les informations du cluster, à savoir la taille, en fait, les ressources des nœuds. Et le Kube Controller Manager, c'est un composant qui, qui contrôle en fait, toute
création d'objets dans Kubernetes. Parce que dans Kubernetes, il faut savoir que chaque composant a un contrôleur derrière. Quand tu crées un pod, il y a un contrôleur de pod qui est déclenché et qui va te créer ton pod. Quand tu crées un déploiement, il y a le contrôleur de déploiement qui est appelé pour créer ton déploiement avec le réplica derrière et le nombre de pods qu'il faut derrière. Et il faudrait savoir qu'un contrôleur, il a la même logique qu'un opérateur parce que cette API de Kubernetes, tu peux l'étendre en réalité et définir un objet qu'on appelle CRD, Customer Resource Definition. Et quand tu crées un Customer Resource Definition, il ne sera pas géré par Kube Controller Manager, il sera géré par ton propre contrôleur qui... Il y a Abdoulaye qui me dit il sera géré par ce qu'on appelle un opérateur. On voit à peine l'archi. Attends, désolé. Désolé, je vais voir si c'est possible de passer à mon... Ansou, si tu cliques sur lire, normalement, ça passe en mode présentation. Attends, j'arrive. Ouais, le bouton lire à droite. Voilà, ça passe en mode présentation. Oh, c'est bon. C'est bon, vous arrivez à voir? Ok, c'est bon. Bon, je fais un petit résumé vite fait. Le Kube API Server, il met en place il met en place du REST, une API REST qui il va permettre aux utilisateurs qui vont utiliser kubectl ou des clients Go ou des clients Kubernetes de pouvoir faire des opérations sur le cluster Kubernetes. Et etcd, c'est une base de données clé valeur qui stocke toutes les informations des différents nodes du cluster. Et le Kube Controller Manager, en réalité, c'est l'ensemble des contrôleurs des objets Kubernetes. À savoir, quand tu crées un déploiement, c'est le contrôleur de déploiement qui est trigué derrière. Et le Kube Scheduler, il permet, si je me rappelle, en fait, il permet de définir dans quel nom il va faire tourner le pod. En fait, ces 4 composants-là, ils sont essentiels pour comprendre l'architecture de Kubernetes, comment il fonctionne. Et les nodes composants, en fait, les nodes aussi qui sont gérés par le master, ils ont des composants dans ce qu'on appelle le kubelet. Le kubelet, en réalité, c'est un programme qui tourne dans le nœud et c'est le kubelet qui reçoit l'information du master pour lui dire que je veux que tu m'installes tel pod. Et le kubelet, il va démarrer le conteneur, il va faire appel au conteneur runtime. Le conteneur runtime, il peut être Docker, il peut être R. Tu as plusieurs conteneurs runtime et il va exécuter, il va faire démarrer le pod dans le nom et il va notifier le master que bon, tel nom, en fait, tel pod a bien démarré et son statut est en running. Et le kubeproxy, c'est lui qui gère le réseau entre la communication entre ce qu'on appelle les différents pods qui sont dans les autres noms. Et le conteneur runtime, la plupart, ça peut être du Docker. Il y en a plein, non, mais bon, vu que j'ai travaillé avec du Docker, c'est le seul que j'ai en tête. Et il faudrait savoir que sur KUTS, il y a la notion de réseau, elle est trop fondamentale parce que Kubernetes, quand fonctionne dans un réseau qui est privé. Quand tu déploies ton pod, il n'est pas accessible. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas l'accéder de l'extérieur. Et pour cela, il y a ce qu'on appelle le networking. Le networking, en fait, non, pas le networking. Ouais. Networking, bon, j'ai confondu service. Les services,
c'est des méthodes qui te permettent d'accéder à ton application. Mais par contre, sur tout ce qui est networking, tu as le pod networking. Et le pod networking, en réalité, c'est tu as des plugins. Et parmi les plugins, tu en as pas mal. Tu as du Funnel, tu as du Canal. Mais c'est différent de Canal, hein, Canal+. En fait, c'est des plugins réseau qui sont utilisés au sein d'un cluster Kubernetes pour gérer tout ce qui est réseau. Ça, j'avance. En fait, c'est l'architecture des plugins réseau. Ça, j'avance. Et là, vous avez une liste de différents types de plugins. Vous avez du Flannel, vous avez du Calico, Silicium, du Kubrotar, du GCE, du Wave, du Romana. Et puis, ça va dépendre en fonction de ce que vous voulez faire parce qu'il y a des plugins en réseau qui ne marchent pas avec certains contrôleurs d'ingress. Et ça, il faudrait vraiment faire un choix que ton contrôleur d'ingress va marcher avec le plugin réseau. Et toujours sur la notion de networking sur le réseau, en fait, tous les conteneurs qui sont dans le pod, ils peuvent communiquer entre eux. Et tous les pods, en fait, tous les pods peuvent communiquer sans pour autant utiliser du NAT parce qu'il y a le kube-proxy qui s'assure, en fait, qui permet de gérer tout ça. Et tous les nodes peuvent communiquer avec tous les pods et vice-versa, sans pour autant utiliser des NAT. Et tout ça, c'est kube-proxy qui permet de le faire. Et au niveau communication, les conteneurs, ils peuvent communiquer entre eux. Et les pods aussi, ils peuvent communiquer entre eux. Et il faut savoir qu'un pod, il a une adresse IP qui est unique. Et tous les conteneurs, ils vont utiliser cette adresse IP. Mais à l'intérieur des conteneurs, à l'intérieur du pod, tu as les conteneurs. Et chaque conteneur a son IP et a son port de service. Et ce qui fait que quand ils vont communiquer, il n'y aura pas de collision parce que quand tu vas établir une socket, tu feras une combinaison d'adresse IP et de numéro de port. Et vu que c'est toujours différent, il n'y aura pas de collision. Et un pod aussi, il peut communiquer avec un service. Genre, je m'explique, si tu as un front-end, si tu as une application que tu as découpée en plusieurs entités, à savoir en front-end, en back-end, et une base de données. Ton pod, front-end, il peut communiquer. En fait, quand il communique avec le pod back-end, il passe par ce qu'on appelle un service. Et ce service, ça peut être un cluster IP, ça peut être d'autres types de services que nous verrons plus tard. Et là, on va voir les concepts et les ressources de Kubernetes. Tout à l'heure, j'avais, en fait, dans le control plane, en fait, on a 4. Il y a un papier qui dit, en termes de best practice, qu'est-ce qui est conseillé entre avoir plusieurs conteneurs par pod ou un conteneur par pod. En fait, ça dépend parce que tu peux avoir je te donne le cas du CDN, tu peux avoir un pod qui a un conteneur cache qui fait du CDN et derrière, si tu as besoin de mettre à jour, si tu as besoin de mettre à jour un settings ou bien une variable de ton CDN, c'est plus facile d'avoir un deuxième conteneur dedans qui va récupérer tous les appels de mise à jour et va mettre à jour le conteneur CDN. Et puis, en fait, c'est relatif. En fait, ce qui est les best practices sur ça, c'est que quand tu as ton application, tu le découpes en pods. On ne met jamais le front-end et le back-end dans un même pod. On les met dans les pods séparés. La base de données aussi, tu le mets dans un pod séparé. Ça, c'est les best practices. Mais par contre, dans ton pod, c'est à toi. C'est en fonction du découpage de ton architecture. Si tu trouves que je peux mettre 2 conteneurs dans le même pod, bon, tu peux les mettre. Mais en fait, il ne faut jamais mettre dans le même
pas deux contenants qui font le même taf. Ça, ça fait pas partie des best practices. C'est bon, papy. OK. Concernant l'API serveur, tout à l'heure, j'expliquais ce que c'était le Kube API serveur. En fait, le Kube API serveur, il met en place une API REST pour que les gens, pour ce qui vont utiliser kubectl, Crete ou un client Kubernetes puissent interagir avec le cluster. Et et il faudrait savoir que dans Kubernetes, chaque objet est en réalité une API d'objet. Et dans l'objet, tu peux faire des opérations là-dessus. Tu peux faire des get, tu peux faire des, tu peux faire des get, tu peux faire des putsch, tu peux faire tous les méthodes HTTP. Et, ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que un objet Kubernetes appartient à un couple qu'on appelle GVK. GVK, c'est en réalité c'est groupe, version et kind. Mais en réalité, on fait un mappage d'arrière. Le mappage, il est trop simple. Hein. Ici, on a en déploiement. Et en déploiement, la ressource, c'est déploiement. La version, c'est V1. Et le groupe, c'est V1. Et il faudrait savoir que quand tu veux créer un déploiement, c'est cet endpoint HTTP qui est envoyé à l'API, qui est envoyé au master. Et le master, il va déclencher derrière un handler, il va déclencher un contrôleur déploiement. Et il va voir si dans les options, c'est create ou patch ou put, ainsi de suite, il va créer le déploiement correspondant et puis il va s'assurer que ça marche. Il va te notifier, mais quand tu vas faire un kubectl get deployment, tu vas voir que ton déploiement s'est bien passé et que tu as le nombre de pods que tu as bien spécifié dans ta création de ton objet déploiement. Et ça, c'est pareil pour tous les objets Kubernetes. Chaque objet Kubernetes a un groupe, a une version et là, c'est déjà expliqué. Et là aussi, un objet Kubernetes peut être vu comme un objet, comme un modèle d'objet. Et le modèle d'objet, il a une API version, il a un kind, un genre, tu as des métadatas et sur les métadatas, tu as le nom de l'objet, tu as le namespace, genre dans quel namespace tu veux qu'il soit installé ou qu'il soit déployé, et tu as le metadata UID qui est un identifiant qui est unique. Et là, dans cet exemple de pod, là, vous allez voir ce pod-là. Sur cet exemple de pod-là, là, vous avez un pod dont l'API version est V1. La version, c'est le pod. Et le nom, c'est pod. Et il est dans le namespace par défaut. Et par contre, l'UID, il est fixe. Et ça permet de différencier aux autres pods. Ça, j'avance. Bon. Et ça, c'est une description au niveau des champs que présente en objet Kubernetes. L'API version, c'est en scalaire. Et pour les métadatas, c'est un hashing de dictionnaire. Et les conteneurs, en réalité, c'est une liste de conteneurs. Parce que dans ton pod, tu peux avoir plusieurs conteneurs. Et ça, c'est la version YAML et la version JSON de la création, en fait, d'un fichier de pod. Et au niveau des modèles d'objets, tu as ce qu'on appelle une spec. Et la spec définit en fait, l'état désiré. Et
l'état désiré. Et le statut, en réalité, il sera, en fait, il est managé par Kubernetes. Il sera mis à jour lorsque l'objet sera créé. Et là, c'est un exemple d'objet qui a été créé. Et à la fin, c'est le statut. Ce statut-là, il est réservé à Kubernetes. En réalité, c'est Kubernetes qui le met à jour. Et là, on va voir tout ce qui est namespace, label, selector et service. Et il faudrait savoir que pour mettre en place tout ce qui est déploiement, tout ce qui est stateful set, tout ce qui est daemon set, en fait, daemon set ou autre objet core de Kubernetes, on utilise ce qu'on appelle des pods. Parce que dans un déploiement, tu as un réplica et le réplica a une liste, a un nombre de pods. Et pour accéder à ces pods, tu as ce qu'on appelle un service. Et les services, ils font du routage en fonction des sélecteurs et les sélecteurs, ils utilisent des labels. En réalité, il faut le voir comme ça. Et en namespace, en réalité, c'est un nom logique ou bien c'est un environnement de ton cluster qui est cloisonné, qui te permet de déployer des applications, qui te permet de déployer ton application. Et tu as différents types de namespace. Tu as le namespace par défaut. Parce que quand tu crées ton cluster Kubernetes, tu as ton namespace par défaut. Tu as kubesystem. Et kubesystem, tu as tous les composants du contrôle plane, à savoir le contrôleur, l'API server, et encore la base de données etcd. Et tu as tous ces composants dans le kubesystem. Et kubepublic, en réalité, c'est un namespace, je pense, en fait, qui est généré quand tu passes par la création d'un cluster avec kubadmin. Et bon, j'ai un peu expliqué ce que c'était un pod tout à l'heure. Un pod, c'est une unité d'exécution qui a, en fait, qui a une adresse IP. Et dans un pod, tu peux avoir un ou plusieurs conteneurs. Et c'est en fonction du design de ton application que tu vas définir que ton pod il aura un ou plusieurs conteneurs. Et là, j'ai un conteneur NGINX qui a un port par défaut 80 et avec un nom pod exemple. Et ici, tu as une autre version qui est où tu as un pod avec deux conteneurs. Et le premier conteneur, en réalité, c'est du NGINX. Et le deuxième conteneur, c'est une image alpine. Et il fait... il boucle, il écrit la date sur HTML index.html. C'est ce que ça fait. Et là, pour décrire les variables dans le conteneur, il faut savoir qu'un conteneur, il a un nom. Le nom, je peux le définir comme tu veux. L'essentiel est que ça soit un nom parlant qui a un rapport avec l'image que tu veux faire tourner. Et au niveau des ports, les ports, ils peuvent être une liste de ports. Tous les ports que ton conteneur utilise, tu peux les spécifier et leur nom, si tu les as bien définis. Et tu peux aussi injecter des variables. Comme ça te permet d'injecter une variable et de le récupérer derrière dans les arguments ou dans ton entry point. Et là, on va parler de labels. Au niveau des labels, là, vous avez un nom qui a un label et là, il y a un pod qui a un label. En fait, rien ne vous interdit de mettre des labels dans le nom et dans le pod. Mais quand tu vas déployer ton pod, il va regarder les labels si ça correspond à tel nom. Et si ça correspond, c'est dans ce nom-là que ton pod il sera déployé. Ouais, c'est ce que ça sert, les labels. Il y a un exemple. Voilà. Sur cet exemple-là, j'ai deux noms. J'ai un nœud A et un nœud B. Et sur le nœud A, j'ai un label GPU
égale à NVIDIA. Et là, GPU égale à AMD. Et sur le pod, j'ai un autre sélecteur GPU égale à NVIDIA. C'est ce qui fait que ce pod-là, il sera déployé sur ce nœud-là parce qu'il match avec ce node sélecteur. Et sur les labels, tu peux mettre autant que tu veux. Hein. Là, on va parler de service. Bon, le service, c'est un point d'entrée. Il nous permet d'accéder à des workloads, à des pods. Et pour cela, quand tu crées un objet, que ce soit un déploiement, tu exposes un service. Et ce service-là, c'est le point d'entrée de ton application. Et pour avoir le domaine du service, tu as le nom du service, tu as le namespace, tu as SVC, tu as le cluster local. Et avec ce service-là, il te résolve derrière une adresse IP qui est unique. Et ton appli qui est en face, il peut utiliser ce service pour accéder à un groupe de pods qui est load balancé derrière. En fait, pour les services, il y a 4 types de services. Il y a les services cluster IP qui sont des services par défaut. Et les services de type cluster IP, ils fonctionnent qu'à l'intérieur d'un cluster Kubernetes. Genre, si tu as ton front-end, ton back-end et ta base de données qui tourne dans un cluster, ton front-end va communiquer avec ton back-end via un service de cluster IP. Ton back-end aussi va communiquer avec ta base de données via un service de cluster IP. En fait, c'est les services qui sont accessibles qu'à l'intérieur du contenant, à l'intérieur du cluster. Et le node port, c'est un service qui étend le cluster IP. En fait, ça met à disposition ton application sur tous les nœuds, mais en spécifiant un port derrière. Il faudrait un port de 30 000 et quelques. Et par contre, pour accéder à ton appli, tu as juste besoin du node, de l'adresse IP de long des nodes de ton cluster et tu mets le node port et tu vas accéder directement à ton service. Et le load balancer aussi, comme son nom l'indique, c'est un service qui permet d'exposer une API. Et toutes tes requêtes seront load balancées sur tes différentes pods. Et l'external name, c'est un service qui est un peu particulier. Genre, si tu as ton cluster Kubernetes qui est constitué de front-end et de back-end, alors que derrière, tu as une base de données qui n'est pas dans le même cluster, qui est dans le cloud ou qui est quelque part. Tu crées un service de type external name et du coup, ton back-end, il va pouvoir aller se connecter sur ta base de données qui est en dehors du cluster Kubernetes. Ça, c'est comment on définit un cluster IP. Et le cluster IP, c'est juste disponible que dans le cluster IP. Et puis, cette magie est rendue possible avec du proxy. Et pour le cas du node port, le node port, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, il étend juste le cluster IP service. Et les ports que tu dois choisir, ils sont entre 30 000 et 32 767. Et quand tu définis un service de type node port, tu définis toujours le node port que tu veux exposer, que tu veux utiliser pour accéder à ton service, et tu spécifies le port et le target port. Le target port, c'est le port en réalité de ton conteneur, de ton service du moins. Et le node port, il marche comme ça. Là, tu as 3 hosts, host A, host B, host C. Et peu importe l'autre que tu prends, l'adresse du node que tu prends, quand tu le tapes et que tu mets le node port, tu as automatiquement accès à ton application. Peu importe le node port, peu importe l'adresse du host que tu vas utiliser, ça va marcher à tous les coups. Et pour le load balancer aussi, c'est pareil. Voici l'aspect qui permet de créer un load balancer. Tu spécifies au niveau du spec type égal load balancer, et puis tu spécifies le target port, le protocole et puis le port. Et le load balancer fait un service en entrée.
il reçoit les requêtes et il va les load balancer vers tes différents services. Ouais, ouais, en fait, le load balancer, il est externe en fait, il est externe au cluster, mais en réalité, il faudrait avoir une adresse publique quand tu es dans un cloud provider. Si tu es dans un cloud provider, ouais, en fait, le cloud provider, il te fournit une adresse IP qui va te permettre d'accéder à tes services qui sont load balancés. C'est bon, Mohamed Ben? Bon, l'external name, il fait référence à des endpoints qui sont outside du cluster. C'est ce que j'avais dit en donnant un exemple du cas d'une base de données qui est en dehors du cluster et il faudrait créer un external name où il faudrait un endpoint spécifique pour aller taper cette base de données. Je pense que, bon, voilà, il me reste encore plein de slides à faire, mais je pense que je vais m'arrêter là et je vais faire une petite démo. Parce que je vais bientôt épuiser mes 1 heure de temps. Je vais vous faire une petite démo comment créer un cluster Kubernetes avec Khan et avec GCP et déployer, et créer un déploiement, exposer ce service. Vous voyez toujours mon partage? Oui. Ah ouais, en fait, Moussa, là, je suis entièrement d'accord. En fait, les pods, ils peuvent avoir des besoins de computing et de mémoire différents. Mais dans ce cas, ce qu'on fait, c'est que dans tes nœuds, tu crées ce qu'on appelle, en fait, tu labellises tes nœuds. Et quand tu définis tes pods là, tu les labellises de telle sorte que les labels de en fait, de tes pods qui ont ces besoins-là, ils vont correspondre avec ces nœuds qui ont ces ressources. C'est comme ça qu'on fait. Ça, je suis entièrement d'accord. Ok. Bien. Là, je vais, je vais faire du. Vous voyez mon VS Code? Oui, on le voit. Ok. Je vais faire kubectl get code. Voilà. Attends. Oui. Ok. Bon, là, là, j'ai créé un. Je ne sais pas si vous connaissez. Je vais faire kubectl, pas kubectl. Je ne sais pas si vous connaissez Khan. Khan, c'est un outil qui vous permet de créer un cluster Kubernetes. C'est ce qu'on appelle Kubernetes in Docker. Et là, je vais en créer un. Je vais faire du Khan. Create cluster, name, meetup, config.
Voilà. Là, je suis en train de créer un cluster. Là, je suis en train de créer un cluster Kubernetes avec un outil qui s'appelle Khan. Et pour les gens qui n'ont pas la possibilité d'aller sur Azure ou tout ce qui est GCP, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permet de créer des clusters Kubernetes en local et vous pouvez tester vos applications là-dessus. Ok, ça va prendre un peu de temps. Là, il est en train d'installer le plugin. Là, il est sur le stockage des classes, storage class, la classe de stockage. Là, il est en train de joindre les worker nodes. Et là, à la fin, il va me dire que la création de mon cluster s'est bien passée. Il va merger. Ok, Jean-Luc, je vais faire VI quand même, l'étape. Il est là. En fait, James, voici le fichier du Khan method cluster YAML. Il est là. En fait, en Khan qui est cluster, l'API version, c'est Khan xkut/alpha, nanani, nanana. Et sur les nodes, tu as le contrôleur, le contrôle plan. Et là, j'ai défini de workers, genre de nodes sur lesquels mes pods ils seront déployés. Et je peux faire cube. Là, cube CTX, il me permet de changer de contexte. Et là, je suis sur le cluster que je viens de créer. Si je fais un cube CTL, get nodes, là, j'ai en réalité 3 nodes. Les 2 workers que j'ai spécifiés dans le fichier de configuration. Attends, je vous le remonte, le fichier, vous allez voir. Là, j'ai les deux. J'ai 3 workers et non, j'ai 3 nodes. Et sur les 3 nodes, les 2 sont workers et l'autre, il est contrôle plan, il est le master. Et là, j'ai pas de pod, j'ai rien qui tourne. Je peux créer un déploiement avec cube, c'est cube CTL, create. Avec quel outil je crée ce cluster? C'est quand même. Attends, je vous envoie. Attends. Je vous envoie direct ça. Et là, c'est bon, je voulais envoyer. En fait, vous avez un tutoriel qui explique en réalité comment on crée. Je pense que c'est plus jamais eu. Ok, bon, je crée un déploiement et le déploiement, il faut un nom du déploiement. Je l'appelle Nginx parce que après je spécifie l'image. L'image, je dis que c'est du Nginx. Et voilà. Là, j'ai créé mon déploiement. Je peux voir, je peux afficher mon déploiement. Je peux faire un clic shuttle, get deployment. Mon déploiement, il est là. Il n'est pas encore up. Et mon déploiement, il est up. Donc, je peux faire un kubectl get. Je peux faire un kubectl get pod. Du coup, j'ai le pod qui tourne.
Là, j'ai un pod qui tourne. Je peux faire un kubectl logs. Le nom de mon pod, il s'appelle Nginx. Voilà. Là, je vois les logs de mon pod et je peux aussi me connecter sur mon pod en faisant kubectl exec-ti at least one container. Ok, ouais, ok, je vois. Je fais du bin. Voilà, là je suis sur mon code, sur mon contenant, je peux faire un ps. Bah, il n'y a pas la commande ps. Et ce qu'il faudrait savoir, le déploiement que je viens de créer, il n'est pas accessible de l'intérieur. En fait, il n'est pas accessible de l'extérieur. Et pour qu'il soit accessible de l'extérieur, il faudrait que je lui crée ce qu'on appelle un service. Et pour l'exposer, c'est kubectl expose expose déploiement Nginx ouais, le déploiement Nginx ici. Là, je vais utiliser le service node-port moins name égal Nginx tant kubectl expose déploiement Nginx type node-port expose Nginx type type égal node-port de l'expose, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à l'exposer. Bon. J'arrive. Ouais, attends. Oui, t'as raison, je pense. Ouais. Moi, port. Port égal. Ah, t'as raison. Je dis ça. C'est le élément. kubectl get service. Et du coup, j'ai mon apport qui tourne sur ce port-là. Et ce que je vais faire, je vais récupérer une adresse IP. Demander non, je peux faire un kubectl get nodes c'était get nodes, je fais l'option .wide pour récupérer bam, là. Je vais aller sur la UI pour le mettre et j'aurai accès à mon service. Voilà. Vous voyez que j'arrive à accéder sur mon pod Nginx avec lequel j'ai exposé le service via type node-port. Et aussi, c'est possible pour un ingress, c'est aussi, ça peut être, en fait, mais par contre, je ne peux pas le faire pour un cluster IP, parce que pour le cluster IP,
en fait, c'est accessible qu'à l'intérieur du cluster. Et je pense que, bon, voilà, je vais m'en arrêter là. Si vous avez des questions, j'aurais bien aimé que ça sera en mode interaction. Parce que là, c'est un peu galère le fait que j'ai pas pu quand même entrer en interaction avec vous. Il y a sinon, pour pouvoir versionner une bonne pratique et de créer un YAML pour toutes les ressources. Après, bon, ça dépend, ça dépend. Parce qu'il y a certaines des gens qui utilisent du Helm pour packager leur fichier YAML et c'est plus simple quand même de déployer une application qui est censée aller sur Kubernetes en utilisant des charts Helm. Ok, pour la persistance des données, bon, je n'ai pas abordé ce sujet parce que je n'ai pas eu assez de temps. Il faut savoir que pour gérer la persistance des données, ça c'est de deux manières. En fait, il y a ce qu'on appelle le provisioning dynamique et le provisioning statique. Le provisioning statique, c'est l'administrateur en réalité, il met à disposition, en fait, il crée des PV, des persistants de volume, et il crée des persistants de volume claim. Et les pods qui va définir, ou bien les déploiements qui va définir, ou c'est stateful set, il va injecter ces pods, il va injecter ces persistants de volume dans ces objets Kubernetes. Et du coup, ces objets, en réalité, ils vont utiliser ces persistants de volume pour persister leurs données. Et sinon, quand tu fais du stockage dynamique, tu utilises ce qu'on appelle un stockage de classe. Et le stockage de classe, tu crées un stockage de classe et derrière, avec ton volume template, tu spécifies le stockage de classe et lui, il va récupérer en réalité la quantité de disques dont il a besoin qui a été spécifiée dans le volume template. Et tout ce qui est stockage de classe, provisionnement dynamique, ça c'est dans les cloud providers où c'est beaucoup utilisé. Mais par contre, quand tu utilises du bare metal, les gens ils ont tendance à persister leurs données en créant des persistants de volume et des persistants de volume claim et les attacher à tes objets Kubernetes. OK. Pour le mode d'exposition, il y a un service. En fait, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que Kubernetes, en réalité, quand tu installes ton cluster Kubernetes, ça tourne sur un service, sur un réseau qui est privé. Ça fonctionne sur un réseau qui est privé et tu ne peux rien faire là-dessus. Quand tu veux accéder à tes services, tu es obligé de définir de quelle façon tu vas exposer ton service. Et pour exposer ton service, tu as plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire via un ingress. Tu peux le faire via un load balancer. Tu peux le faire via un load balancer. Tu peux le faire via un node port. Mais par contre, quand tu le fais via un node port, tu dis que moi, c'est ça mon service. Et mon service, pour accéder à mon service, il faudrait ce node port-là. Et quand tu définis ce service, tous les requêtes qui vont venir, ils seront mappés, ils seront redirigés sur un de tes pods. Et quand tu utilises du load balancer derrière, il expose ton service en dehors de ton cluster. Et ton cluster, il est accessible de l'extérieur. Et chaque requête qui arrive et qui tombe sur le load balancer, il a l'intelligence d'aller faire le routage sur le bon, sur le bon pod. Mais en fait, il faudrait comprendre que quand tu crées un objet, que ce soit un déploiement
ou en stateful set, parce qu'en stateful set, c'est un objet Kubernetes qui a un headless service qui, en fait, tu peux pas le créer si tu crées pas un service, un headless service. Et ton appli, pour accéder à ton appli, tu es obligé d'exposer ton service. Et quand tu veux exposer ton service pour qu'il soit accessible de l'extérieur, tu le fais par notre port, par load balancer ou par ingress. C'est trois services ou external name. C'est bon, s'il n'y a plus de questions, je pense que je vais rendre la main au prochain présentateur.